maintenant à la conférence sur la violence en institution et à domicile du docteur Vincent Guinchat. C'est pour nous, Monsieur Guinchat, un immense plaisir de vous accueillir. Et je ne ménage pas mes mots en disant immense. Vous êtes donc médecin adjoint, responsable du SPDM. SPDM, encore un sigle, vous allez dire, hein? Mais le SPDM, c'est une équipe spécialisée dans les troubles psychiatriques liés au handicap mental adulte. Cette équipe du SPDM assure donc des interventions auprès des adultes déficients intellectuels avec ou sans troubles du spectre autistique, mais avec des troubles graves du comportement, en nécessitant donc des interventions pluridisciplinaires. Le SPDM dispose en outre d'une équipe de recherche appliquée qui développe donc des recherches cliniques dans le domaine de la déficience intellectuelle. Monsieur Guinchat a donc intégré le service SPDM en octobre 2018. Il a aussi une longue expérience dans la gestion des situations de crise en pédopsychiatrie à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Il a monté l'USIDATU, ça c'est un beau sigle, hein, Unité sanitaire indépartementale d'accueil temporaire d'urgence, en 2012. C'était la première unité dévolue à la prise en charge des personnes avec troubles du spectre autistique en France. Maintenant, oui, à vous la parole, et surtout, merci pour votre travail au niveau du SPDM. Merci pour nos enfants. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et donc, le fait de m'adresser à la fois aux professionnels et aux familles, ça va dans le sens de l'exercice de l'objectif, hein, de cette présentation. Alors, c'est une présentation que j'ai voulu plus centrer cette fois sur les problématiques organisationnelles et puis cantonales, je dirais même, sur la prise en charge et la reconnaissance des troubles du comportement dans la population avec déficience intellectuelle. En fait, c'est quand même assez récent que la psychiatrie s'intéresse et individualise ces problématiques comportementales. Et depuis que des médecins s'y intéressent, quelque part, il commence à y avoir un clivage qui s'installe en psychiatrie où on a tendance à faire sortir nos patients du champ de la psychiatrie classique avec des réponses qu'on entend souvent. S'il y a un handicap intellectuel, on ne sait pas faire, ou on pense que c'est super spécialisé et que du coup, on se décharge de ce type de prise en charge. Ce qui est finalement un écueil, et à la fois on essaye d'offrir une plus-value, hein, dans l'approche de ces situations qui sont des situations complexes. Et quand on dit situations complexes, on parle de situations où il y a aucun service qui finalement est fait pour prendre en charge tel ou tel patient parce qu'il est dans une singularité pour lequel il n'y a pas d'offre tout à fait prédéfinie. Et en même temps, on voit que plus on essaye d'aller vers des outils ou des moyens qui vont vers l'appréhension de cette complexité, plus finalement il y a un effet un peu d'appel d'air et on a tendance en psychiatrie à s'en dégager. Alors que moi je trouve que c'est une clinique qui est d'une très grande richesse, c'est une clinique qui est récente et puis c'est une clinique qui en psychiatrie est très gratifiante aussi parce que finalement on a une approche qui nous permet de multiplier les perspectives et les points de vue et c'est des perspectives qui vont au-delà de ce que vous observez du patient, c'est des perspectives qui intègrent aussi le discours des accompagnants, des proches aidants. Et il y a différentes couches de complexité qui font que pour moi, on peut travailler toute sa vie et faire sa carrière dans ce domaine sans avoir de lassitude. Et puis moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à m'occuper des patients porteurs de déficience intellectuelle. Donc, juste qu'on se mette d'accord sur la question de la définition, hein, des troubles du comportement. Il y a une nosologie qui change sans arrêt en fonction aussi de la représentation sociale, hein, qu'on a d'un trouble du comportement.
On ne peut plus trop dire comportement défi, parce que la question c'est défi pour qui, hein. C'est pas un défi forcément pour le résident ou le patient qui a un trouble du comportement. Aujourd'hui, on est sur un compromis avec le terme comportement problème, dont la définition, à mon avis, la plus claire est celle de Emerson, qui décrit des comportements d'une intensité, d'une fréquence ou d'une durée telle que la sécurité physique de la personne ou d'autrui est probablement mise sérieusement en danger, ou comme comportement susceptible de limiter ou d'empêcher l'accès à l'utilisation des services ordinaires de la cité. Donc, on parle là, en fait, de comportements qui ne font pas partie, en fait, de la définition nosographique des troubles du développement, mais qui sont des manifestations associées et souvent, en fait, à l'origine de la demande de prise en charge médicale. Ça va de l'automutilation, qui se décline sous différentes formes, se mordre, s'arracher les cheveux, se frapper la tête, à des gestes agressifs qui peuvent être soit très ponctuels, soit progressifs et paroxystiques, soit permanents chez certains. Des conduites d'autostimulation, par exemple chez des patients autistes, dont l'impact va finalement générer des difficultés sur l'entourage, des destructions de l'environnement matériel, puis un ensemble de conduites sociales inadaptées pour ceux qui encadrent la personne, pas forcément pour la personne, et puis les troubles alimentaires, c'est l'essentiel. La particularité pour nous médecins, quand on envisage les troubles du comportement, c'est que on n'envisage pas les troubles selon les difficultés propres qu'ils génèrent sur la personne, mais sur les difficultés qu'ils génèrent aussi sur l'entourage. C'est pour ça que le terme de comportement défi, lui, parle plus de la manière que dans l'entourage réagit ces troubles du comportement que la notion de comportement problème. Si on regarde par exemple les conséquences lésionnelles chez les personnes qu'on traite, elles sont variables. C'est pareil, il y a des conséquences lésionnelles aiguës qu'on peut voir par exemple chez ce garçon en haut à gauche qui se fait des hématomes très importants à chaque fois qu'il se tape la tête sur le sol, au point de casser les carreaux de salle de bain, a des conséquences esthétiques chroniques liées à la multiplication de gestes qui peuvent être de faible intensité, comme en bas à gauche, vous voyez en fait une oreille avec un œdème important, puis une disparition du cartilage. Et puis au niveau de la peau, c'est pareil, des morsures qui peuvent soit donner lieu à des lésions aiguës qui ont leur propre risque infectieux, soit des anomalies, enfin une altération finalement chronique de l'état cutané avec l'apparition de lichens, l'épaississement de la peau. Et on ne peut pas évoquer ces troubles chez les patients sans parler des risques chez les encadrants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc qui peuvent être également un risque aigu traumatique, hein, en lien avec les morsures, les chutes ou les chocs. Hein. Donc sur l'Usidatus, c'était essentiellement des problèmes de morsures, de lésions dentaires, mais aussi de problèmes d'arrachage de cheveux. Et puis, il y a aussi un risque psychosocial qui s'installe avec le temps et qui n'est pas forcément lié, aux lésions les plus importantes que les équipes peuvent ressentir, mais plus parfois à la répétition de gestes qui finissent par avoir des conséquences morbides sur la personne, à la fois un sentiment d'impuissance sur des comportements dont on ne comprend pas l'origine, et aussi une habitude autour de contacts physiques qui peuvent être parfois inadaptés, peut-être pas forcément très lésionnels, mais par exemple aboutir à des petites ecchymoses ou à des petites griffures, qui amènent aussi l'entourage de l'éducateur à s'interroger sur ce qui motive la personne à continuer à travailler dans un environnement où il va y avoir ces répétitions d'agression. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une prise en charge de ce duo, en fait, ce duo éducateur, encadrant, patient, qui chacun ont un risque en lien avec ces comportements et pour lequel il faut pouvoir travailler la continuité de la relation et pas forcément la coupure telle qu'on peut la mettre en place quand on utilise des mesures de contrainte. Et tout l'objet de notre travail, c'est d'essayer de voir comment on maintient la relation avec la personne, qu'est-ce qu'on utilise comme dispositif pour que les troubles du comportement respectent la vulnérabilité de l'un et de l'autre, tout en maintenant la continuité de la relation. Donc c'est un concept qui passe par un triple enjeu.
Il y a un enjeu individuel, ou je dirais un enjeu pour l'encadrant, c'est de réussir à développer une technicité dans la compréhension des mécanismes de ces troubles du comportement à travers des outils sur lesquels on essaye de développer des regards communs pour pouvoir communiquer les uns avec les autres, pas parce qu'il y a forcément un outil meilleur que les autres. Il y a un deuxième niveau qui est un niveau plus autour de la question de ce qu'on peut offrir en tant qu'équipe comme moyen pour pérenniser en fait l'accompagnement de ces personnes, parce que toutes les équipes qui gèrent des situations complexes ont un problème de stress professionnel, ont un problème de turnover des professionnels et un problème de formation. Et puis il y a un troisième niveau qui est un niveau communautaire qui passe plus par la compréhension d'un ensemble de services qui sont offerts à la personne et à l'accès à un système de soins qui est à la fois complémentaire, multidisciplinaire et surtout lisible. Alors justement, si on essaye d'appliquer ce troisième niveau au contexte vaudois, là c'est typiquement c'est le réseau adulte. On a 1500 résidents dans 12 fondations sur le canton de Vaud. On a des foyers qui ont des organisations qui sont soit spécialisées dans certains troubles du développement, soit à travers l'intensité, par exemple, de la déficience, ce qui permet aussi d'avoir des cohérences dans les réponses et de répondre aux besoins au sein d'un groupe, soit plutôt dans des approches communautaires où il y a des groupes qui se font par opportunité ou affinité. On tend encore à avoir quand même plus de groupes qui sont très hétérogènes en termes de recrutement. Les soins médicaux, pour leur part, sont quand même, dans la plupart des institutions, externalisés. Et puis, en revanche, les soins infirmiers sont quasiment systématiquement intégrés au sein de l'institution. Ce dispositif, pour pouvoir maintenir accueille quand même un certain nombre de situations complexes. Je pense qu'il y a peut-être, chaque institution a un nombre allant de 5 à 10 situations complexes, je pense, très complexes, minimum, sans parler des situations au domicile. Donc pour maintenir en fait et pérenniser l'accueil soit au domicile, soit dans les institutions, on a la chance d'avoir un canton qui est quand même très généreux en termes de renfort psychoéducatif. Moi, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup impressionné depuis mon point de vue français et parisien. C'est-à-dire qu'il y a à peu près en permanence 50, 60 éducateurs qui sont quand même dépêchés pour renforcer des situations et maintenir des situations au sein de leur lieu de vie d'origine. Il y a aussi un travail qui a été fait, et puis Madame Bréban qui est présente ici, il faut lui rendre hommage aussi pour ça, c'est un accès qui a été mis en place pour l'organisation des soins combinés, des soins physiques combinés qui permettaient justement d'avoir plusieurs investigations avec une narcose, même si le point d'entrée devait être dentaire, la porte d'entrée dentaire, c'est une limite du système, mais malgré tout, c'est quelque chose de très peu diffusé. C'est quelque chose qu'on voit quand même pas beaucoup ailleurs. Je pense que c'est important de le rappeler parce que nous, on vit beaucoup la situation de manque, mais quand on dit c'est quoi, c'est quand je me vois, je me désole. Quand je vois les autres, je me console. C'est un peu ça l'idée. Et puis, on avait la psychiatrie polyvalente, avec 4 sites hospitaliers pour lesquels il y avait effectivement des prises en charge qui étaient de fait parfois inadéquates parce qu'il y avait cette nécessité de faire coexister des personnes avec des besoins spécifiques, avec des personnes dites neurotypiques, avec des troubles psychiatriques et beaucoup de tensions autour de la capacité de laisser ces personnes évoluer dans des unités psychiatriques dans un cadre libre, par exemple. Et puis donc il y a l'unité mobile qui a été créée il y a une dizaine d'années, 2012 je crois, qui a connu plusieurs transformations, mais qui pour une unité mobile est quand même très bien dotée. Je tiens aussi à le dire. Si on compare avec les effectifs de l'unité mobile de Paris, je pense que l'effectif de l'unité mobile du canton de Vaud, elle vaut l'effectif de l'unité des 3 unités qui couvrent l'Île-de-France. Voilà. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à souligner.
Et puis ce dispositif a été complété donc depuis le mois de mai par l'unité Epion, qui est une unité d'hospitalisation vraiment dévolue à la prise en charge des situations de crise chez les patients avec une déficience intellectuelle sévère. Donc on a pris le parti de vraiment ouvrir une unité qui répondait aux besoins les plus impérieux, c'est-à-dire les patients qui, pour le coup, quand ils étaient accueillis en psychiatrie polyvalente, avaient quasiment systématiquement des mesures de contrainte et des mesures d'enfermement. Et donc, l'idée était vraiment de pouvoir leur offrir un cadre ouvert, c'est-à-dire qu'ils puissent évoluer dans une unité qui ressemble à un lieu de vie, mais qui nous permet d'avoir quand même des mises en place de procédures sécuritaires, s'il le faut, et de soins physiques ou psychiatriques adéquats. Donc là, je vous ai juste mis le réseau des enfants. On réfléchit actuellement aussi à ouvrir une unité enfant. C'est vraiment une réflexion qu'on a parce qu'on pense que finalement beaucoup d'adultes en situation complexe peut-être auraient pu bénéficier d'une prise en charge hospitalière plus précocement. Et vous voyez que le réseau d'enfants, il est encore plus complexe que chez les adultes. Donc on n'a pas encore tout à fait aplani le terrain. Donc nous, on a l'unité mobile enfant qui se situe à l'interface finalement entre le socio-éducatif et le sanitaire. Mais sur le plan, du socio-éducatif, on doit intégrer l'école, l'associatif, les écoles spécialisées, les assistantes sociales, les commissions cas complexes, les inspections académiques, le SPJ et la justice, et des organismes aussi de surveillance des contrôles de liberté. Et quant au réseau plutôt sanitaire, il est aussi assez complexe parce que c'est beaucoup un réseau qui fait entrer en jeu des consultations très spécialisées auxquelles les adultes finalement n'ont plus accès. Et puis ça, c'est aussi une question un peu ouverte, c'est pourquoi est-ce que des adultes qui n'ont pas eu de diagnostic neurodéveloppementaux n'en auraient pas finalement. Et on le voit quand par exemple on veut organiser des explorations génétiques, eh ben c'est pas pris en charge en fait par les assurances. Donc ça pose quand même un souci. Voilà. Et pour l'instant, chez les enfants, on a pu faire une analyse de l'année 2019. On voit qu'effectivement, quand vous êtes petit, vous allez en pédiatrie, puis quand vous arrivez vers l'adolescence, vous allez un peu moins en pédiatrie parce que vous êtes un peu plus costaud, et puis vous êtes orienté plus vers la pédopsychiatrie, mais sur des séjours vraiment très courts. D'où la demande très insistante de la pédopsychiatrie d'ouvrir ces lits d'accueil spécialisés également. Là, c'est pareil, je vais pas vous insister sur cette diapo. C'est pour vous montrer un tout petit peu comment ça s'organise au niveau systémique. L'idée, c'est que Epion, l'unité d'hospitalisation, soit un peu la pierre angulaire du réseau sanitaire qui permet justement de soutenir le réseau. Et l'unité mobile permet de soutenir le réseau en amont, de détecter les situations à risque, d'organiser les réseaux de soins, de préparer des hospitalisations, puis ensuite on essaie de contractualiser les choses avec les familles et avec un ensemble de partenaires. Donc c'est pour vous montrer un peu la complexité des interactions qu'on peut avoir au niveau des organisations de ces hospitalisations. En fait, il y a vraiment deux objectifs principaux avec l'unité mobile, c'est que on arrive déjà à construire un discours commun. Le premier discours, c'est de se dire qu'on décrit la même chose et qu'on arrive à créer des représentations communes autour des enjeux qui sont effectivement des enjeux centrés sur les besoins de la personne. Et déjà, la première difficulté, c'est de réussir à ce que nous, médecins et infirmiers, on arrive à communiquer avec le socio-éducatif, le psycho-éducatif, donc les éducateurs, les AMP, les orthophonistes, logopédistes, pardon, qui sont en fait du soin finalement. Et qu'on arrive à combiner déjà ces deux discours pour pouvoir ensuite s'adresser à nos directions respectives pour réussir à faire des demandes qui soient cohérentes et puis qui n'aillent pas dans le sens de cette atomisation que vous voyez ici. Parce que finalement, quand on est parent, et qu'on est face à des situations complexes, où est-ce qu'on commence, quoi? Est-ce qu'on s'adresse à l'internat, au SCUB, à la neuropédiatrie, à la psychiatrie? On ne sait pas à qui s'adresser, finalement. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on fait ce travail en amont et que
du coup, on arrive à avoir un discours à peu près homogène et à peu près cohérent vis-à-vis des familles, en fait, et des curateurs sur les besoins qu'on a perçus chez les patients. Ça, c'est vraiment le premier objectif qu'on essaie d'avoir, donc c'est un objectif de réseau. Ensuite, le deuxième objectif, c'est effectivement une méthode un peu diagnostique autour de l'appréhension des comportements des filles. Cette méthode, elle est difficile parce qu'elle est très empirique. Et puis, c'est sûr qu'elle exige en fait de la part du médecin une certaine forme d'humilité, parce que c'est juste que si vous voulez avoir des résultats et que vous n'êtes pas humble, vous n'aurez pas de résultats. Le principe, par exemple, de l'humilité, c'est de revoir les patients une fois que vous avez donné des avis. C'est pas juste de donner des consiliums à distance. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, donc le minimum que vous faites quand vous n'êtes pas sûr, c'est de vérifier que ce que vous avez fait a marché ou pas marché. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué aujourd'hui, parce que nous, dans nos formations de psychiatres ou de médecins, on nous apprend à devenir de plus en plus experts, mais finalement, plus on est expert, plus on est lointain de cette clinique du quotidien, de l'empirisme et du réajustement. Sauf quand on travaille en hospitalisation, où là on a la charge du patient, on doit l'amener d'un point A à un point B. Mais en ambulatoire, c'est moins évident. Donc c'est vrai qu'on est souvent, nous, dans des tensions, même avec des confrères, en fait, hein, pour leur dire, mais à quel moment vous saisissez de tel ou tel problème pour l'amener d'un point A à un point B. Et c'est pas toujours évident, parce que la médecine aujourd'hui s'organise un petit peu comme ça, à travers la notion d'expertise et pas forcément à travers la notion de suivi. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que la clinique des comportements des filles, elle n'est pas du tout spécifique. C'est-à-dire que on peut avoir un même comportement qui va être sous-tendu par des causes qui peuvent être très différentes. Puis à l'inverse, une cause va pouvoir générer des comportements variés. Et tout ça va dépendre aussi du développement et de comment ces comportements s'expriment à travers l'évolution et la maturation du développement. Donc, en fait, on a un travail où on essaye en permanence de générer des causes potentielles et après de les hiérarchiser en essayant de construire un plan de traitement qui passe par un essai thérapeutique sur les causes qui nous paraissent les plus probables, les plus sûres et les plus faciles à traiter ou à tester. Après, on a 4 axes de représentation. En fait, on ne passe pas que par la représentation du développement. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont toujours eu des troubles du comportement associés à leurs troubles du développement. C'est-à-dire que si quelqu'un a des stéréotypies et qu'il est autiste, on va pouvoir facilement associer ces troubles du comportement à son autisme, par exemple aux stéréotypies, parce que par définition, une personne autiste a des stéréotypies. Or, en fait, il faut déjà avoir une connaissance assez étendue du trouble du développement en tant que tel. Parce que, par exemple, si on dit qu'une personne autiste agresse et que c'est en lien avec son autisme, il peut y avoir des choses qui sont en lien avec l'irritabilité, avec donc une émotion négative, mais d'autres qui sont complètement en lien avec d'autres modalités du fonctionnement autistique. Donc l'irritabilité, elle peut répondre par exemple à une saturation des événements qui vous arrivent, à une non-compréhension des séquences, à la recherche effectivement d'une régulation émotionnelle ou à une désorganisation un petit peu en lien avec le stress. Et ça peut aboutir à des agressions, mais il peut y avoir aussi des agressions qui sont absolument indépendantes de l'irritabilité ou de la colère, comme par exemple le fait de vouloir obtenir quelque chose et de remarquer qu'en ayant un geste agressif, on obtient quelque chose. Finalement, au bout d'un moment, le geste agressif, il est déconnecté de cette émotion agressive. Ça peut être aussi en lien avec l'impulsivité, c'est-à-dire l'incapacité à retenir un geste volontaire qu'on aurait eu spontanément. Ça peut être en lien avec une désorganisation du fonctionnement psychique, lui-même lié à un problème physique ou à un problème d'environnement. Et ça peut être lié aussi à des recherches sensorielles. Parfois, un patient autiste peut vous taper juste parce que vous faites du bruit et que le bruit est plutôt rigolo à entendre et qu'il veut
reproduire effectivement cette sensation d'entendre ce bruit. Et ça, c'est pas lié à une émotion et c'est pas lié à une intentionnalité. Donc, il y a déjà cette lecture initiale de compréhension des troubles, et l'idée, c'est de voir en quoi chaque comportement des filles correspond à une fonction finalement, et à terme de réussir à assigner une fonction à un comportement tel qu'on a pu le repérer, et de cibler effectivement dans des séances soit de thérapie comportementale, soit de thérapie plutôt développementale, c'est-à-dire soit en estompant un comportement, soit en donnant des nouvelles compétences, à cibler vraiment des prises en charge très individualisées. Et ça, je vous ai mis ce truc-là qui est en fait les diagrammes qu'utilise l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore, qui est un peu la référence un peu dans la prise en charge des troubles du comportement, pour vous montrer que voilà, que en fait chaque patient finalement est suivi tellement près qu'on est capable de mesurer le nombre de troubles du comportement qu'on a pu assigner à telle ou telle fonction et de désensibiliser telle fonction assignée à tel comportement dans des séances. Et pour ça, il faut 3 personnes. Donc liste de courses, 3 personnes pour un patient. Un patient qui interagit, un patient qui mesure les troubles du comportement et un soignant, puis un soignant qui vérifie qu'il n'y a pas de maltraitance. Donc ça fait 150 personnes pour 16 patients. Donc je le dis quand même, il y a quand même des endroits avec plus de moyens qu'ici quand même. Mais voilà, donc ça c'est le rêve, c'est l'objectif de réussir à avoir cette connaissance et cette précision. Et en pratique, sur les situations de décompensation que nous on rencontre, ça n'a jamais été possible, ou pratiquement jamais, parce que là vous voyez, c'est les 70 premiers patients qu'on a eu à l'Usidatu, donc à Paris. Et puis on a essayé de voir quel était le vrai facteur de crise qui a amené le patient à l'hôpital, parce qu'il avait été dépassé par ces troubles du comportement. Et finalement, on s'est rendu compte que les problèmes en lien avec la prise en charge et les troubles de l'ajustement, finalement, ne concernaient que 30% des situations qu'on avait admises. 60% des patients qu'on avait admis, en fait, étaient là, non pas parce que on n'avait pas mis en place un comportement adéquat ou une prise en charge adéquate, mais plus parce que on était passé à côté d'un problème physique ou qu'on était passé à côté d'une pathologie psychiatrique qui s'était installée en plus du trouble du développement. Et en l'occurrence, on était beaucoup plus efficace pour traiter ces causes organiques ou psychiatriques associées que pour traiter les questions de prise en charge. Donc on a toujours été quand même assez modeste dans nos préconisations pour dire faut faire comme ci ou faut faire comme ça, parce que on s'est toujours essentiellement focalisé sur est-ce qu'avant on a vu qu'il n'y avait pas des problèmes physiques ou des problèmes psychiatriques qui se surajoutaient. À notre décharge, les problèmes psychiatriques, c'est une notion très récente de dire qu'il y a de la psychiatrie dans la déficience intellectuelle. Parce que nous-mêmes, en psychiatrie, on avait l'idée qu'on était protégé de la dépression, par exemple, quand on avait une déficience intellectuelle. C'est une idée qui était encore présente jusque dans les années 70. Et aujourd'hui, on a complètement inversé la logique en se disant qu'en fait, les patients avec une déficience intellectuelle, ils avaient tous les facteurs de risque biopsychosociaux pour développer des troubles psychiatriques, en particulier des troubles dépressifs, parce que en termes de possibilités de choix personnel, d'autodétermination, en termes de vécu traumatique, finalement, c'était une population qui avait beaucoup plus de facteurs de risque de faire d'être déprimé et d'avoir peu de capacité d'autodétermination, qui est quand même le principal risque de dépression. Donc, la difficulté avec la question des troubles psychiatriques, c'est de différencier effectivement, et c'est ce qu'on appelle les chevauchements symptomatiques, qu'est-ce qui, dans l'expression de la personne, va relever effectivement de son trouble du développement, les stéréotypies, et par rapport à ce qui va relever de symptômes psychiatriques qui se sont surajoutés. Et la difficulté, c'est que la sémiologie en psychiatrie, c'est quelque chose qui repose sur le langage. Et nous, en fait, on travaille sur des populations qui souvent n'en ont pas. Et du coup, on a une sémiologie qui est tronquée. Donc en fait, on ne va jamais poser un diagnostic psychiatrique en étant sûr à 100%. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les éducateurs et les familles et leur soumettre l'hypothèse qu'on a un certain nombre d'arguments pour évoquer la dépression, mais jamais
on va envisager que ce soit ça et pas autre chose. Donc, l'indice important, c'est quand même de voir s'il y a des régressions développementales et d'avoir toujours une représentation de la personne sur un fonctionnement stable tel qu'il était avant l'apparition de ces troubles du comportement. Les autres éléments qui sont très difficiles pour poser les diagnostics psychiatriques, c'est la question de la distorsion intellectuelle. La distorsion intellectuelle, tient au fait que le développement en fait de la pensée logique et de la pensée rationnelle, elle suit une trajectoire. Cette trajectoire, elle a des étapes. Et puis pendant un certain nombre de ces étapes, on peut avoir un mode de raisonnement, par exemple, et ça c'est Piaget, donc un Suisse qui l'a décrit, qui est tout à fait adapté au stade de développement de la pensée logico-mathématique. Par exemple, le stade préopératoire, c'est un stade où on est tout à fait capable d'imaginer la réalité d'événements magiques, extraordinaires. Le Père Noël existe, la Lune est dans le ciel parce qu'elle nous regarde, la Lune est dans le ciel dans 2 endroits parce qu'elle nous suit, la mort c'est réversible, et puis surtout, la contradiction ne pose aucun problème. 2 événements qui vont dans un sens ou dans un autre peuvent tout à fait coexister sans poser le moindre problème sur le raisonnement. D'où le fait de se dire que souvent on nous dit que tel résident parle à un ami imaginaire et que tout ça c'est des arguments par exemple pour des hallucinations. En fait non, faut vraiment se mettre vraiment au niveau du développement de la pensée logico-mathématique et voir si dans le cadre de cette évaluation, on est sûr que le patient peut tout à fait avoir encore des pensées magiques et ça a une importance parce que si vous traitez des pensées magiques en vous disant que c'est du délire, vous allez donner des neuroleptiques. Si vous donnez des neuroleptiques, vous les commencez, vous ne savez pas quand ça s'arrête, et vous ne savez même pas si ça a marché. L'autre élément important, c'est ce qu'on appelle le masquage psychosocial des symptômes, c'est que nos populations, sauf en Suisse, ont très peu d'expérience de vie finalement. Ils ont un environnement qui est souvent assez monotone et assez peu de mise en situation qui nous permettent de révéler s'il a tel ou tel symptôme. Parce que finalement, les symptômes psychiatriques, ils s'expriment dans des situations sociales et dans des situations d'interaction. Et c'est souvent quand même une difficulté pour identifier. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la désorganisation cognitive. C'est le fait que le stress peut générer chez les personnes avec une déficience intellectuelle un niveau de fonctionnement de type régression qui ressemble beaucoup à des pathologies psychiatriques aiguës. Et sauf que vous voulez changer d'environnement, vous gérez le stress, vous êtes dans la réassurance et vous retrouvez un fonctionnement stable. Mais nous, il n'est pas rare qu'on soit interpellé pour des situations et que spontanément, on va dire là, c'est un état psychiatrique aigu, alors qu'en fait, c'est un état de stress. Parce que ça va jusqu'à la confusion, en fait, la confusion mentale. Voilà. Le dernier point qui est compliqué, ce que je vous disais, c'est les chevauchements de symptômes, c'est-à-dire des symptômes qui ressemblent tellement aux troubles du développement dans les symptômes qu'on décrit classiquement, qu'on n'arrive pas à les individualiser par rapport à un trouble psychiatrique. Ça a une importance, ces phénomènes, parce que, comme je vous dis, si on met en place des neuroleptiques, il y a eu une étude anglaise qui est sortie il y a quelques années, qui prenait 80 000 patients avec une déficience intellectuelle et qui voyait chez lesquels on avait essayé de retirer les traitements neuroleptiques 5 ans plus tard, et puis finalement, il n'y avait eu que 10% des patients chez qui, 20% des patients chez qui on avait essayé de retirer les traitements neuroleptiques, et puis la moitié d'entre eux avaient pu avoir un sévrage. Donc, c'est quand même problématique quand on sait les conséquences que peuvent avoir les neuroleptiques sur le long cours. Et parmi les facteurs qui pouvaient expliquer pourquoi est-ce qu'on ne retirait pas les neuroleptiques, le fait d'être porteur d'un autisme était le facteur principal qui expliquait pourquoi est-ce qu'on ne tentait pas de retirer un traitement, alors qu'on avait mis ce traitement parfois de façon très, très empirique. D'où une difficulté. Je pense que quand on voit un patient autiste, qu'on a mis ce traitement, qu'on pense être arrivé à un certain équilibre, comme on a quand même une difficulté dans l'appréhension et la compréhension de ses besoins, c'est sûr qu'on ne veut pas toucher à l'équilibre qu'on a eu. Simplement, une année devient facilement 2, 3, 4, et puis finalement, après,
Nous, on est quasiment jamais interpellé pour des patients qui n'ont jamais eu de neuroleptique. Ils sont déjà souvent des années et des années de neuroleptiques, et ces tableaux d'imprégnation au long cours, ils finissent par avoir aussi des impacts et participer en fait à la sévérité de la situation. Un exemple, c'est ce qu'on appelle l'acathisie. L'acathisie, c'est un effet secondaire des neuroleptiques. C'est un effet qui est en fait une sensation d'impatience. C'est-à-dire qu'un patient schizophrène qui prend des neuroleptiques, qui vous dit je me sens tellement impatient que je trépigne. Donc on ne peut pas rester en place, on s'assoit, on se lève. Chez nos patients, ça ressemble beaucoup à l'intolérance à la frustration, de la difficulté à différer, et puis une manière aussi de ne jamais rester sur place, de toujours s'asseoir, se lever, sautiller. L'acathisie, c'est un effet secondaire de neuroleptiques, et c'est pourtant un des facteurs qui fait qu'on n'arrête pas les neuroleptiques. C'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas comme de l'acathisie, donc on augmente les neuroleptiques. Donc voilà, il y a des dynamiques vicieuses qui peuvent s'installer si on n'est pas très rigoureux dans le suivi de nos hypothèses. Sur le plan somatique, les comorbidités somatiques, là aussi c'est un petit peu compliqué notre façon de voir. C'est parce qu'on envisage ces problèmes somatiques selon 4 niveaux. Et c'est souvent ça qui est compliqué à comprendre quand on interroge aussi les familles sur les bilans qui ont été faits. Il y a un premier niveau qui nous informe, c'est le niveau étiologique, c'est-à-dire il y a des déficiences intellectuelles qui peuvent s'expliquer par un syndrome associé, qui soit génétique, qui apparaît spontanément, qui soit hérité ou pas, ou alors une encéphalopathie épileptique, aussi de génétique, des problèmes métaboliques. Certains troubles génétiques, on sait qu'il y a des expressions comportementales qui vont nous permettre aussi peut-être à la fois d'avoir une idée de l'évolution et aussi de peut-être cibler certains traitements qui seraient un peu mieux orientés sur la base de la littérature qui commence un petit peu à s'étoffer dans ce domaine. On peut aussi connaître un peu le pronostic. Par exemple, certains troubles génétiques, on sait qu'il y a une évolution dégénérative malheureusement, et donc on va plutôt être dans un accompagnement d'un processus que dans une guérison. D'autres, on va être peut-être aussi rassuré de savoir qu'il y a tel ou tel trouble du comportement qui apparaissent à un moment, puis qui sont censés disparaître avec le temps. Donc tout ça, ça donne quand même de la perspective. Mais on va être aussi attentif à ce que ces maladies génétiques ont comme troubles associés, et sur lequel il faudra être attentif. Un exemple, c'est le Prader-Willi, où il y a une augmentation insatiable de l'appétit, où on n'a jamais de satiété. Donc on va être à la fois sensible à essayer de mettre en place quelque chose de ciblé sur les problèmes d'appétit, et puis commencer à avoir des papiers qui sortent sur le topiramate ou des médicaments qui fonctionnent sur cette absence de satiété chez les patients Prader-Willi. Mais on va être aussi conscient que l'obésité générée par l'alimentation excessive, elle va aboutir aussi à des complications douloureuses, articulaires, et qui elles-mêmes vont générer un inconfort qui lui-même va générer des troubles du comportement. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les troubles associés. C'est-à-dire qu'on prend en compte ou on recherche des pathologies qui se sont installées au fur et à mesure des développements, mais qui ne sont pas liées à la cause du trouble développemental, mais qui, avec le temps, finissent par l'impacter significativement le pronostic ou à générer des troubles du comportement. L'exemple, c'est l'épilepsie. 30% des patients avec un autisme sont épileptiques, moins dans la déficience intellectuelle en général, et c'est une épilepsie qui peut apparaître à certains moments donnés du développement, avec différents pics dans l'enfance, beaucoup dans l'adolescence, et qui n'est pas toujours reconnu, et qui peut pas mal désorganiser aussi le fonctionnement de l'individu. Il y a aussi des déficits sensoriels qui doivent être recherchés. L'exemple typique, c'est une personne qui a des troubles de comportement dans un environnement très ouvert, avec des vérandas, des grandes baies vitrées qui sont quand même très à la mode ces temps-ci, parce que c'est notre vision de la bienveillance de donner un grand open space avec une baie vitrée, mais c'est vrai que quand on est autiste, on voit l'open space, on a plutôt peur de tomber, ou on reçoit plein d'informations qui peuvent être angoissantes.
Nous, typiquement, à la Salpêtrière, on avait une jeune femme qui se mettait systématiquement en face de notre bureau de soins, dans une unité qui était en L, et qui du coup voyait arriver tout le monde et pouvait maîtriser un petit peu les déplacements des uns et des autres, et qui n'avait jamais eu de troubles du comportement chez nous. Dès qu'elle retournait dans son institution où il y avait ces grands espaces ouverts, il y avait les comportements des filles qui se mettaient en place. Donc c'est comme ça qu'on a un petit peu pensé à regarder si elle avait un déficit sensoriel, et puis elle avait effectivement une cataracte qui s'installait. Les troubles gastro-intestinaux sont un autre problème très chronique et qui font effectivement vraiment rater certaines étapes développementales chez les patients qui, parfois, plutôt que de s'ouvrir au monde, sont beaucoup plus centrés sur leurs douleurs internes, et en particulier les problèmes de transit, mais aussi de gastrite, qui sont trop peu recherchés et qui sont pourtant très fréquents. 70% des patients qui étaient à l'USIDATU, on a fait des fibroscopies systématiques et en fait, 70% avaient des gastrites chroniques. Alors ça suffit pas à expliquer la complexité d'une situation ou à régler des problèmes, mais on est sûr que ça y contribue quand même. L'autre problème aussi au long cours, c'est l'allergie, qui est quelque chose qui peut être en lien aussi avec certains mécanismes en lien du trouble développemental, mais qui peut aussi franchement altérer le fonctionnement de la personne. Après, le troisième niveau, c'est les maladies du tout venant, les pathologies douloureuses ou inconfortables. Dans ces cas-là, il y a une approche un petit peu préventive à avoir et systématique pour rechercher des problèmes ORL, sinusite chronique, otite, des problèmes neurologiques, migraines, névralgie, des problèmes bucco-dentaires. Là, c'est un patient qui se retirait les dents quand il avait mal. Des problèmes abdominaux aigus ou chroniques, on a vu tout à l'heure. Des problèmes urogénitaux, qui, si on les laisse durer, peuvent aboutir à ce type de syndrome, qui sont en fait des Puig syndromes, c'est-à-dire c'est une dilatation des anses intestinales qui finit par impacter en fait la vidange de la vessie, qui elle-même se dilate et finit elle-même par impacter le transit. Et c'est vrai que c'est important de les repérer précocement et de les prendre en charge précocement. Les problèmes de l'appareil locomoteur, avec des patients qui refusent d'être mobilisés. Puis on regarde aussi beaucoup la peau. Un patient qui, par exemple, va se mettre des choses sur la peau, par exemple des comportements qui sont socialement très impressionnants, du style je prends mes selles et je les étale sur mes mains. Vérifions l'état de la peau sous-jacent, parce que parfois ça peut être une façon aussi de se soulager d'un inconfort en lien avec une inflammation de la peau ou une dermite. On a une grille de lecture autour du lien entre finalement ces points d'appel douloureux et l'expression comportementale de comportement des filles. Alors il y a certains comportements qu'on voit comme des stratégies d'évitement de la douleur. Par exemple, on différencie bien le patient qui se frotte le ventre sur un matelas d'un patient qui se masturbe. Par exemple, très souvent on nous dit tiens, il se masturbe parce qu'il se frotte le ventre sur un coin de table, le bas du ventre, alors qu'en fait parfois c'est des patients qui essaient juste de faciliter en fait leur digestion et se soulager de la constipation. Le deuxième niveau, c'est effectivement un niveau plus de communication, c'est-à-dire exprimer son inconfort vis-à-vis de la personne susceptible de vous aider, donc l'agripper, l'interpeller pour que vous ayez une attention pour lui, pour le soulager. Le troisième niveau, et ça c'est plus chez les personnes autistes, c'est un niveau autour de la sensorialité, c'est-à-dire que les problèmes de sensorialité chez les patients autistes qui ne supportent pas certaines stimulations, qui ont tendance à les éviter, puis qui au contraire vont en chercher activement d'autres. Ces difficultés sensorielles, elles permettent d'avoir une conscience de soi et des schémas corporels à peu près stables. Et si vous rajoutez une épine, qu'on appelle une épine irritative, vous allez complètement désorganiser le maigre équilibre sensoriel que la personne a réussi à construire, parfois grâce à des stéréotypies, à des mouvements ou à des attitudes posturales particulières. Et puis, il y a une augmentation du stress et de l'irritabilité qui est associée chez tout le monde à une augmentation des comportements des filles et de l'agressivité. Et enfin, un dernier niveau qui est ce qu'on appelle la dysautonomie, c'est-à-dire les perturbations du système neurovégétatif avec l'augmentation de l'adrénaline, qui elle-même, l'adrénaline, elle est antalgique, elle soulage les douleurs, mais l'inverse, c'est qu'elle vous rend plus agressif. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que la douleur, elle est plus souvent agie qu'exprimée. Maintenant, le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle les effets secondaires. Mais ça, je vous en ai parlé. C'est-à-dire qu'on met un traitement,
le patient est acathysique, on pense que c'est un comportement défi, puis on rajoute encore un médicament supplémentaire pour traiter l'acathysie plutôt que de retirer le médicament qu'on a instauré. Donc, si on essaye de traquer en fait les causes, on travaille sur des indices. Alors, on a parfois des signes d'orientation, par exemple les automutilations de la tête. Évidemment, on va penser aux oreilles, aux dents, aux migraines. Quelqu'un qui se met les doigts dans les yeux, on pense évidemment qu'il voit moins bien ou qu'il essaye de se soulager. Par exemple de stress, parce que les doigts dans les yeux ça soulage le stress, ça fait une manœuvre vagale, mais parfois il y a aussi des points d'appel. On sait par exemple qu'il faut aller chercher des problèmes de calcium dans le sang, enfin, il y a des petites choses comme ça qui nous orientent. Il y a des signes pour penser à l'épilepsie, pour penser à des douleurs à l'estomac, quelqu'un qui dort mal par exemple, qui se réveille précocement, qui a des éructations, des agrippements, puis une grosse sélectivité alimentaire, on va penser à des douleurs d'estomac ou de reflux. Et puis pareil, sur le principe des douleurs agies, un patient qui supporte plus les vêtements du jour au lendemain, on se dit que s'il les supporte plus, c'est que les vêtements sont désagréables avant tout. Donc si on est très constipé, on ne supporte pas d'avoir un élastique autour de la taille, hein. Donc on va se mettre tout nu si on n'est pas tenu par une norme sociale. Donc voilà, tout ça c'est des signes d'orientation, mais ils sont souvent très, très insuffisants pour poser des diagnostics, parce que vous voyez par exemple ce type de plafonnement des yeux. Dans un cas, c'était une crise d'épilepsie à droite, puis à gauche, c'était ce qu'on appelle une crise oculocéphalogique avec des yeux qui étaient coincés au plafond à cause des médicaments, un effet secondaire des neuroleptiques. Pour vous dire à quel point parfois la clinique est peu spécifique, je vous montre 2-3 exemples. Rabier, qui était un des premiers patients de l'Usidatu, qui s'est présenté sur ce mode-là, 140 kg, 13 ans, soit dans des attitudes comme ça, renfrognées et désagréables, où en fait là on n'entend pas, mais il râle très fort, puis avec des agressions comme ça en boule de bowling, soit sur les gens, soit sur les objets. On ne pouvait pas le sortir de l'unité parce qu'il dégradait les voitures. Voilà. En fait, ce patient-là a été traité pour une constipation très sévère et très ancienne. Et à l'issue de ce traitement, qui n'était quand même pas un traitement très technique, même pour un psychiatre, il a perdu une grosse quantité de sel et on a fait un traitement d'entretien et on a vu quand même un saut au niveau des compétences communicationnelles qui était quand même assez impressionnante. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vraiment réfléchi à l'ensemble des comorbidités, finalement, on n'a pas d'idée de ce que la personne est capable de faire, est capable de produire. Et moi, ça m'a toujours beaucoup choqué l'expérience de Rabier, qui s'est maintenue avec le temps, hein, qui vit très bien aujourd'hui, de me dire que parfois, il suffit de ça pour changer considérablement le pronostic. C'est un peu comme le lavez-vous les mains. Voilà. L'autre exemple, ça, c'est une patiente qui s'appelait Yana, qui entre 7 et 14 ans avait des gestes répétitifs d'automutilation sur les arêtes de mur, et chez qui, en fait, on a fait des diagnostics un diagnostic de dépression sévère, en fait, parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment un infléchissement dans son niveau de développement. Et après le traitement de la dépression, on a vu qu'en fait, elle avait un ensemble de compétences sociales qui étaient effectivement un petit peu cachées. En particulier, vous voyez qu'elle a de l'attention conjointe, qu'elle est capable d'indiquer, de comprendre le langage. Et effectivement, même au bout de 7 ou 8 ans de crise auto-agressive, elle était quand même capable de revenir à un niveau de développement et repartir dans une dynamique développementale. Ça, c'est comme ça qu'on comprend un peu le truc, c'est qu'effectivement, par exemple dans le TSA, on sait qu'il y a un trouble de l'intégration sensorielle, et puis finalement, toutes les comorbidités, elles vont non seulement avoir un impact que le patient va exprimer avec ses moyens, mais elles vont aussi désorganiser la sensorialité et le fragile équilibre de la personne, et finalement, ça va être aussi bien des douleurs que l'épilepsie, que des problèmes sensoriels qui se surajoutent, que des émotions, que du stress, ou que des atteintes cognitives qui peuvent survenir avec le temps. Donc c'est pour ça que finalement, nos expressions comportementales, elles sont parfois peu spécifiques. Elles ne nous orientent pas toujours sur une cause et qu'on est toujours obligé de ramer. Soit on décide de faire des essais, soit on essaye de mettre en place des grands schémas décisionnels, mais qui sont des choses qui sont des recommandations, mais qui sont en pratique assez difficiles à appliquer.
Ça, c'est la manière dont on envisage la clinique, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les situations cliniques complexes qu'on rencontre, avec le temps, en fait, elles se complexifient encore plus. Vous allez avoir finalement un patient qui va présenter un comportement défi pour une raison médicale, environnementale ou psychiatrique, qui va générer des comportements, mais les conséquences elles-mêmes des comportements vont exercer une rétroaction sur peut-être les mêmes comportements ou d'autres, et puis les traitements qu'on va mettre en place en pensant qu'on agit bien vont rajouter en fait une complexité qui avec le temps va complètement s'intriquer et altérer durablement en fait le développement. Là, je vous donne l'exemple de Kouros qui était venu à l'Usidatu, qui finalement avait eu un diagnostic assez précoce, mais finalement avait été hospitalisé en 2010 jusqu'en 2016 avec des contentions physiques pendant 2 ans et avec des dégradations très importantes au niveau de son hétéroagressivité. Là, il cassait en fait les murs des chambres. Et finalement, avec ce travail d'hypothèse diagnostique selon ces 4 axes que je vous ai décrits, que ce soit environnemental, développemental, somatique ou psychiatrique, on a finalement dû mettre en évidence un ensemble de causes qu'on a pu traiter au cas par cas. Ce qui se passe aussi, c'est que, et la dernière chose qu'il faut essayer de comprendre aussi dans l'expression des troubles du comportement dans cette population complexe, c'est que parfois, paradoxalement, on va réussir à soigner une cause somatique et on va ne pas avoir forcément observé les effets qu'on attendrait sur le soulagement de la douleur. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment, un comportement qui arrive peut-être en lien avec un problème psychiatrique ou somatique, ben, il va trouver aussi sa fonction dans la manière dont la personne se régule dans sa relation aux autres. Et finalement, parfois, il va se retrouver à être mieux, donc aussi plus dans des situations d'interaction sociale, et paradoxalement augmenter le nombre de comportements, mais des comportements qui n'auront pas la même intensité. Je vous donne l'exemple de ce patient-là qui avait des automutilations très très fortes parce qu'il avait en fait une ostéite osseuse qui était très très douloureuse, et en fait lui-même a été traumatisé par les propres comportements qu'il a mis en place et voulait toujours garder un casque pour être sûr de ne pas reproduire ces comportements-là. Et vous voyez qu'à l'issue en fait, du traitement de son ostéite, et puis d'autres types de prise en charge, ben, on travaillait en fait sur des temps de désensibilisation du casque pour lui redonner une forme de normalité aussi sociale. Et on voyait qu'effectivement, là, le patient va utiliser d'abord une communication normale pour nous signaler qu'il a envie d'avoir le casque. Il va remettre en place les comportements qu'il avait eus par le passé, mais sauf qu'il va arrêter le geste, ou en tout cas très légèrement se toucher. C'est-à-dire que ce comportement quand même fait partie de lui, fait partie de son expérience, c'est un pattern d'une stratégie de coping qui va trouver une fonction dans sa manière, sauf que c'est une nouvelle fonction. Et la répétition de ces gestes-là peut parfois nous faire penser que les patients vont moins bien. Dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de penser aux conséquences de ces gestes-là et dans quelle manière on peut commencer aussi à les tolérer ou à mieux vivre avec. S'il faut essayer aussi de remettre aussi tout ça en perspective par rapport au lieu de vie hein, et aux établissements qui accueillent ces résidents, finalement, la topographie des patients dont je vous ai parlé, la typologie des patients dont je vous ai parlé correspond effectivement à des patients qui sont mal tout le temps, qui ont des crises extrêmement répétées et pour lesquels il faut avoir d'abord une approche médicale parce que finalement, si on est dans des approches psychoéducatives chez ces patients qui sont douloureux, on est toujours mis en échec dans nos interventions et ça finit par être douloureux aussi pour nous de ne pas savoir comment s'en occuper. Si on est plus face à des situations de comportement problème ponctuels qu'on peut rapporter systématiquement à un contexte donné ou à un trouble du développement connu, là on va d'abord être dans une approche psychoéducative et finalement le médecin n'a pas forcément besoin d'intervenir. Et en revanche, si on est dans des séquences dans des problématiques plutôt mixtes avec des crises comportementales qu'on peut certes expliquer en connaissant le développement du patient et ses particularités de fonctionnement, mais qui atteignent parfois des intensités qui mettent en jeu la dangerosité, l'intégrité physique de la personne et des accompagnants, là on va être quand même dans une approche mixte et on aura quand même besoin de faire venir le médecin pour travailler sur le risque et l'intensité de ces crises. Un dernier mot du coup sur
sur Epion, qui correspond en fait à l'accueil de ces patients qui sont effectivement en décompensation, donc qui ne correspond pas du tout à une offre globale. Hein, c'est bien ça, c'est pas une réponse globale sur les problématiques de troubles du développement. Donc, je vous montre les photos du chantier. Donc, on a déjà ouvert 6 lits dans des locaux temporaires, et puis on va avoir des très beaux locaux normalement au 1er janvier, qui sont, je pense, voilà, qui correspondent quand même à un changement de perspective dans la manière dont on reconnaît aussi les besoins des patients avec déficience intellectuelle en termes de dignité et de moyens. Donc, des grands espaces ouverts. Juste vous dire que du coup, elle est pour l'instant centrée sur l'accueil des patients porteurs d'un autisme sans langage fonctionnel ou d'une déficience intellectuelle sévère en situation de décompensation, accueillis qu'il y ait ou non des comorbidités psychiatriques et quelle que soit en fait leur origine sur le canton, ça peut être le domicile ou les institutions, à partir de 18 ans. Voilà. Et puis je terminerai sur les missions de cette unité, qui est de garantir la qualité de vie et la dignité des personnes hospitalisées, de décrypter et de réduire l'intensité des troubles du comportement par la construction d'un projet de soins individualisé et de prévenir les hospitalisations multiples en garantissant des séjours suffisamment longs. Enfin, s'engager dans une approche globale de promotion de la santé en visant la déprescription, pour les raisons que je vous ai expliquées, de prévenir la perte des acquis éducatifs et de relancer une dynamique de progression développementale et de permettre l'orientation et la réinsertion des situations complexes dans le milieu socio-éducatif. Qu'est-ce qui est mis en place pour les équipes et puis pour les personnes quand elles sortent d'Epion, en fait? Alors, il y a un... ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaye d'optimiser, mais c'est forcément quelque chose de laborieux. Hein. Sur le concept de soins, c'est magnifique. Hein. Le relais, on a tout prévu, tout se passe bien. mais en pratique, ce qu'on a imaginé, c'était quand même d'avoir vraiment un chevauchement et un vrai lissage, c'est-à-dire que les équipes passent du temps dans l'unité. Le principe de l'unité, c'était quand même de garder quand même quelques acquis de l'antipsychiatrie, hein, c'est-à-dire une unité quand même très ouverte, très transparente, peu de mesures de contrainte, les éducateurs de l'institution qui viennent quand même autant que faire se peut, voir le patient, mais dans quelque chose de rationnel, quoi. C'est-à-dire au début, parce qu'il y a besoin de souffler, on souffle, ensuite on garde le lien, puis sur la phase d'amélioration du patient, on essaye de coexister, en fait. Donc les éducateurs de l'institution viennent passer du temps sur des périodes assez continues dans l'unité, et puis après, nous, on y va aussi. Et on commence à faire des petits congés dans l'institution, et on essaie de comprendre s'il y a encore des causes un peu environnementales qui peuvent expliquer les différences de comportement dans un lieu ou dans un autre. Mais comme je vous dis, après, tout va dépendre du fonctionnement des institutions et des besoins de chaque équipe. Si par exemple on nous dit, nous on pense qu'il ne faut pas que le patient fasse des allers-retours. C'est un argument très très entendable, et puis d'ailleurs auquel mon équipe adhérait au début. Hein. J'arrivais pas à faire passer le principe que c'était important qu'il y ait des périodes de 2 jours dans l'institution, puis un retour, même si le patient ne le comprend pas, au moins on sait qu'on a encore le lit et qu'il faut réajuster. Et aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à intégrer que c'est important, et puis que c'est presque aussi quelque chose qu'on peut attendre de la personne d'être capable de s'adapter. Parce que c'est ça qu'on veut aussi, c'est que l'environnement il soit certes structuré et réponde aux besoins, mais on veut aussi que la personne ait des capacités d'adaptation. Et puisse aller mieux dans différents environnements. Après, on essaye de faire une sorte de mode d'emploi de ce qui nous a paru être un rythme qui convenait aux patients sur l'hospitalisation. L'hospitalisation, on part vraiment d'un accompagnement bas seuil, donc plutôt un environnement très épuré, mais très cohérent, très lisible, avec des enchaînements de phases, de séquences dans la journée qui sont très prédictibles, et puis aussi une attention particulière à tout ce qui est sensoriel, c'est-à-dire le bruit, en tout cas une attention, pas forcément toujours les moyens, mais en tout cas une attention. Et après, sur l'extérieur, on voit ce qui peut être fait ou pas être fait, mais parfois il y a des choses qui ne peuvent pas s'ajuster. Si par exemple, nous on a travaillé sur les repas, et qu'on a plutôt organisé un plateau repas pour un patient pour qu'il puisse accéder, il puisse très facilement repérer les différentes
les différents plats qu'il va avoir sur un dîner, par exemple, et qu'on va obtenir des résultats sur les comportements pendant les repas, c'est-à-dire que le patient va manger correctement. Si dans l'institution, il y a une organisation différente, par exemple, on sert l'entrée à tout le monde. Quand tout le monde a fini l'entrée, on passe au plat. Et parfois, il y a des repas qui peuvent s'étendre sur 1h30. Là, le patient, il va avoir des troubles importants du comportement, quoi. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on commence du coup à travailler le repas séquencé comme dans l'institution, ou est-ce que l'institution va plutôt essayer de faire peut-être une adaptation de son fonctionnement pour faire pour donner à ce patient un plateau? Tout ça, c'est des enjeux assez importants. C'est pareil, quand on me dit qu'une patiente est agitée parce qu'elle a demandé une pomme et qu'on lui a dit non, voilà, c'est sûr qu'à Epion, elle aurait eu probablement sa pomme, sauf si c'est la 10e, mais oui, tout ça, c'est des choses qui va. Donc il y a du soutien, mais après, il y a des fonctionnements qui sont différents. Et on ne va pas forcément travailler les mêmes objectifs si on va dans une institution très ABA ou une institution qui est au contraire beaucoup plus communautaire dans son approche, sachant qu'il n'y a pas vraiment de jugement entre l'un ou l'autre. Donc pour ce temps-là, on prévoit à peu près 2 mois, quand même. Après, ça s'est très bien passé quelquefois. Non, mais c'est déjà, il faut dire ça. Hein. Voilà. Non, la majorité. Mais c'est vrai que ceux qui ne se sont pas bien passés, on les a. Il y en a 2 qui ont été un peu compliqués. Ouais. Ça demande beaucoup de moyens. Ouais, c'est un facteur limitant. Puis il y a aussi alors, pour l'instant aussi, on n'a pas forcément une image complètement représentative d'un fonctionnement pérenne, parce que toutes les situations qui sont arrivées étaient des situations en microstructure déjà, soit en hospitalier, soit en hospitalisation, soit en microstructure, où il y avait déjà quand même des moyens très très importants en fait, qui étaient accordés par la DGCS pour les accueillir. Mais ça pose aussi la question, par exemple, de savoir s'ils doivent rester ensuite en microstructure. Parce que c'est vrai qu'on a aussi pris le parti d'avoir un fonctionnement avec un ratio d'accompagnants qui ne soit pas en 1 pour 1. Ça nous est souvent reproché par nos équipes, mais n'empêche que c'est aussi intéressant d'accueillir 6 personnes qui sont tous en 1 pour 1 et de voir si on arrive à organiser un groupe de vie avec un ratio un peu plus bas. Mais bon, ça reste l'hôpital, on a quand même d'autres outils. Mais évidemment, il y a des enjeux économiques assez importants sur le fait de savoir si, par exemple, il faut que l'unité soit une possibilité aussi d'ouvrir vers autre chose que la microstructure. Parce que c'est pareil, on sait quand on rentre en microstructure, on ne sait pas trop quand on sort, en fait. J'aimerais savoir s'il y a des formations adressées aux parents et aux parents des enfants pour la gestion de la violence. Pour la gestion des troubles du comportement, Oui. nous, on n'en a pas encore mis en place, mais je pense que ce serait vraiment bien. Je pense vraiment que ce serait une bonne chose à faire. Là, en fait, sur 3 ans, on a quand même fait beaucoup de choses, et c'est vrai que cet aspect-là, on l'a pas encore assez approfondi, mais ça, ce serait vraiment effectivement très bien. Aussi pour apprendre, je pense, individuellement à connaître son seuil de tolérance à la violence. Parce que cette chronicité de la violence, ça fait qu'à un moment donné, on ne sait plus quand on a dépassé un stade du tolérable, en fait, quand on y est confronté. Donc, et avoir un certain nombre de réponses possibles, et de savoir que quand ces réponses sont dépassées, il faut peut-être se faire aider ou passer la main. Je pense que c'est important du coup que ça s'inscrive dans une formation. Mais ça, c'est même un problème plus général aussi pour l'accompagnement dans l'autisme. La violence, c'est une des parties du problème de la formation des parents. Merci.